Arrêtez-vous maintenant et répondez. Êtes-vous fatigué de vivre dans le mensonge, de faire des erreurs tous les jours? La vérité fait mal, elle déchire l'âme, mais c'est ce qui vous libérera de ce cycle de médiocrité que vous appelez la vie. Ces 10 vérités que je vais vous montrer sont comme un coup de poing dans le ventre. Elles vous renverseront, vous feront saigner, mais quand vous vous relèverez, ce sera méconnaissable. La plupart des gens préfèrent vivre dans un fantasme confortable, avalant des pilules bleues d'auto-illusion. Ils meurent sans jamais avoir vraiment vécu. C'est ce que tu veux. Vous continuez à fuir ce que vous avez besoin d'entendre. Il ne s'agit pas d'une autre vidéo d'auto-assistance avec de l'eau sucrée. Ici, il n'y a pas de place pour les faibles. Si vous cherchez du réconfort, fermez cette vidéo maintenant. Mais si vous avez le courage d'affronter des vérités brutales qui briseront vos illusions et reconstruiront votre existence à partir de zéro, continuez à regarder. Ces 10 vérités douloureuses sont le remède amer dont votre vie médiocre a besoin. Ils vont faire mal, ils brûleront, mais ils vous transformeront aussi pour toujours. Le choix vous appartient. Continuez dans le mensonge confortable ou embrassez la douleur transformatrice de la vérité. 1. Le temps n'attend pas. Au moment où vous lisez cette phrase, quelques secondes de votre vie viennent de vous glisser entre les doigts. Ils ne reviendront jamais, jamais. Il ne s'agit pas d'une répétition générale. Il n'y a pas de version bêta de son existence. Le temps est la seule ressource véritablement non renouvelable dont vous disposez. Et il est drainé à chaque respiration. Regardez l'horloge maintenant. Ce tic-tac n'est pas seulement un son. C'est le compte à rebours de votre vie. Ce projet que vous repoussez depuis des années, cette conversation difficile qui ne cesse de pousser, ce rêve qui attend le bon moment. Info brutale. Le moment parfait est un mensonge que vous vous dites pour justifier votre lâcheté. Les gens sur leur lit de mort regrettent rarement ce qu'ils ont fait. Ils sont hantés par ce qu'ils n'ont pas fait quand ils en ont eu l'occasion. Ce voyage n'a pas eu lieu. La relation inculte. La carrière non poursuivie. Le risque n'a pas été pris. Et vous savez ce qui est le plus pathétique? Ils ont eu le même temps que vous avez maintenant. Le même nombre d'heures par jour qu'un Elon Musk, qu'une Marie Curie, que quiconque a laissé sa marque sur le monde. Ah, mais je le ferai quand je serai à la retraite, quand les enfants seront grands, quand j'économiserai de l'argent. Mensonge. Vous pariez sur un avenir dont l'existence n'est pas garantie. Combien de personnes connaissez-vous qui sont mortes avant de prendre leur retraite? Qui a été diagnostiqué avec une maladie en phase terminale dans la fleur de l'âge? La mort ne respecte pas ses plans quinquennaux. Le stoïcisme n'est pas une contemplation passive. Il s'agit d'une action immédiate face à la certitude de la mort. Sénèque a dit « Ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous avons beaucoup gaspillé. » Vous gaspillez le vôtre en ce moment, consommant du contenu que vous n'appliquez pas, planifiant sans exécuter, rêvant sans agir. Votre procrastination n'est pas de la paresse, c'est de la peur déguisée. Peur de l'échec, peur du succès et peur du changement. Et pendant que vous nourrissez cette peur, l'horloge continue de tourner, impitoyable, indifférente à vos excuses. Cette compétence que vous avez toujours voulu apprendre. J'aurais pu commencer il y a 5 ans et aujourd'hui je serais un expert. Le corps que vous voulez, cela aurait pu commencer hier et aujourd'hui serait un jour plus proche. Ce truc, ce livre, cette réconciliation, tout cela pourrait être fait si vous aviez compris que le temps ne négocie pas. Les stoïciens pratiquaient le memento mori, le souvenir constant de la mort, non pas pour être morbide, mais pour vivre avec l'urgence, pour éliminer le superflu et se concentrer sur l'essentiel. Lorsque vous acceptez que votre temps est limité, vos priorités deviennent claires, comme de l'eau de roche. Arrêtez de vous tromper avec l'illusion que « il est encore temps ». Il y en a moins qu'on pourrait le croire. Arrêtez de remettre à plus tard les décisions difficiles. N'attendez plus les conditions idéales. Arrêtez de perdre des heures sur les réseaux sociaux, les potins et les soucis inutiles. Chaque minute passée sur ce qui n'a pas d'importance est une minute volée à ce qui compte vraiment. Le temps n'attend pas que vous soyez prêt. Il n'attend pas que vous preniez courage. Il n'attend pas le moment idéal. Il se déplace simplement
vers l'avant, vous entraînant que vous le vouliez ou non. Le seul vrai choix que vous avez est comment l'utiliser. Alors, qu'allez-vous faire des prochaines 24 heures? Continuer dans la même routine médiocre ou faire le premier pas vers la vie que vous voulez vraiment? Le temps presse. Et cela ne s'arrêtera pas pour vous. 2. Le contrôle est illusion. Pensez-vous que vous contrôlez votre vie? Quelle blague! À l'heure actuelle, des milliards de cellules dans votre corps remplissent des fonctions que vous ne comprenez même pas. Votre cœur bat sans votre permission. Votre digestion se fait sans votre contrôle. Vous ne contrôlez même pas vos propres pensées. Elles surgissent spontanément et vous vous contentez de regarder. Et ce n'est que le début. Le plan, parfait pour demain, il peut être détruit par un diagnostic médical inattendu. Cette carrière stable, elle peut disparaître avec une crise économique. Cette relation solide, vous pouvez vous retrouver avec une décision qui n'est pas la vôtre. La vérité brutale est que vous contrôlez beaucoup moins que vous ne le pensez. Les stoïciens l'avaient compris il y a des millénaires. Épictète, un ancien esclave devenu philosophe, est allé droit au but. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres ne le sont pas. Et savez-vous ce qui est sous votre contrôle? Uniquement vos propres actions, pensées et réactions. Rien de plus. Le reste n'est qu'une roulette russe de circonstances, de coïncidences et de chaos. Votre obsession du contrôle vous tue lentement. Il génère de l'anxiété chronique, de l'insomnie, des ulcères et des relations toxiques. Vous vous accrochez désespérément à des plans rigides, à des attentes inflexibles et à des résultats spécifiques. Et lorsque la réalité ne coopère pas, et elle ne coopère jamais complètement, vous vous effondrez. Regardez en arrière. Combien de fois vos plans parfaits ont-ils été jetés à l'eau? Combien de fois la vie vous a-t-elle lancé une courbe que vous n'aviez pas anticipée? Et pourtant, comme un fou qui répète la même erreur, vous continuez à croire que la prochaine fois, vous serez capable de tout contrôler. La pandémie ne vous a-t-elle rien appris? Des milliards de personnes ont vu leurs plans, leur carrière et leur vie bouleversées en quelques semaines. Les entreprises solides ont disparu. Les certitudes se sont évaporées. Et cela peut se reproduire à tout moment de 1000 façons différentes. Les faibles désespèrent devant cette vérité. Les plus forts l'embrassent. Parce que lorsque vous acceptez que le contrôle est une illusion, vous gagnez quelque chose de beaucoup plus précieux. L'adaptabilité. Vous arrêtez de lutter contre la marée et apprenez à surfer sur les vagues, quelle que soit la direction qu'elles prennent. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien, a écrit « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise-le, et tu trouveras de la force. C'est la véritable source du pouvoir, non pas un contrôle illusoire sur le monde, mais une maîtrise réelle de vos réponses à celui-ci. Arrêtez de gaspiller de l'énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable. Votre patron, votre conjoint, le marché financier, la météo, la circulation, les opinions des autres, rien de tout cela n'est sous votre contrôle. Plus vite tu accepteras cela, plus vite tu trouveras la paix. Ce n'est pas une reddition, c'est une stratégie. Il s'agit de concentrer votre énergie limitée uniquement là où elle peut faire une différence. Il s'agit de construire des plans flexibles, pas des châteaux de sable. Il s'agit de développer de la résilience pour les coups inévitables qui se présenteront. La prochaine fois que vous vous sentirez stressé par quelque chose qui échappe à votre contrôle, demandez-vous, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, relâchez immédiatement, pas de négociation. Redirigez cette énergie vers ce que vous pouvez vraiment influencer. Le paradoxe ultime. Lorsque vous lâchez l'illusion du contrôle, vous acquérez un autre type de pouvoir. Le pouvoir de naviguer dans l'incertitude avec grâce, de vous adapter plutôt que de rompre, de trouver des opportunités là où d'autres ne voient que le chaos. 3. La douleur apporte la croissance. Vous fuyez la douleur comme un lâche, et c'est pourquoi vous continuez à stagner.
Ce sentiment de malaise, d'effort, de résistance que vous évitez à tout prix, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Il n'y a pas de croissance sans douleur. Période. Regardez la nature. Une graine doit se briser pour que l'arbre naisse. Un papillon doit se frayer un chemin hors du cocon. Si vous l'aidez en ouvrant le cocon, il meurt parce qu'il n'a pas développé la force nécessaire dans les ailes. L'univers entier crie cette vérité, mais vous insistez pour vous boucher les oreilles. Vos muscles ne se développent que lorsque les fibres sont déchirées sous tension. Votre cerveau ne forme de nouvelles connexions que lorsqu'il est confronté à des problèmes difficiles. Votre résilience émotionnelle ne se développe que lorsque vous faites face à l'adversité. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas de croissance sans résistance. Les stoïciens n'ont pas seulement accepté la souffrance, ils l'ont activement recherchée. Ils pratiquaient des malaises volontaires. Ils dormaient sur le sol dur, prenaient des bains froids, jeûnaient pendant des jours, non pas par masochisme, mais parce qu'ils ont compris que la douleur délibérée renforce l'âme pour les coups inévitables de la vie. Ce projet que vous avez abandonné parce qu'il était trop difficile, cette relation que vous avez sabotée lors de la première discussion sérieuse, cette habitude saine que vous avez abandonnée parce que vous n'étiez pas d'humeur, ce sont toutes des opportunités de croissance que vous avez gaspillées par peur de la douleur requise. La société moderne vous a vendu un mensonge toxique, que vous devriez être à l'aise tout le temps. Ce bonheur, c'est l'absence de douleur. Que si quelque chose nécessite un effort douloureux, vous devriez chercher une alternative plus facile. C'est la recette parfaite pour créer une génération de faibles, incapables de faire face à la réalité. Sénèque a dit « Les difficultés fortifient l'esprit, comme le travail fortifie le corps. » Lorsque vous fuyez l'inconfort, vous choisissez littéralement de rester faible. Vous choisissez d'être vulnérable à toute adversité que la vie vous réserve. Pensez aux personnes que vous admirez le plus. Les grands leaders, artistes, athlètes, penseurs. Tout le monde a traversé d'intenses souffrances qui ont forgé leur caractère. Martin Luther King Jr. a été arrêté 29 fois. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Frida Kahlo a peint des chefs-d'œuvre tout en endurant des douleurs physiques atroces. Ils n'ont pas grandi malgré la douleur. Ils ont grandi à travers elle. Votre zone de confort n'est pas un havre de paix, c'est une prison de stagnation. Chaque jour que vous passez à éviter des défis difficiles est une journée perdue, de croissance. Chaque fois que vous choisissez la voie de la facilité, vous choisissez de rester la même personne médiocre que vous êtes aujourd'hui. La douleur a un but. C'est l'enseignante la plus efficace qui soit. Il expose vos faiblesses afin que vous puissiez les renforcer. Il révèle vos limites pour que vous puissiez les repousser. Cela met à l'épreuve votre détermination à montrer ce dont vous êtes vraiment capable. Arrêtez d'engourdir votre douleur avec des distractions numériques, un consumérisme vide et des plaisirs superficiels. Avouez-le, demandez-vous, qu'est-ce que cette souffrance essaie de m'apprendre ? Utilisez la douleur comme carburant et non comme une excuse pour abandonner. La prochaine fois que vous ressentirez cette résistance, cet inconfort, cette envie de fuir, allez de l'avant. C'est exactement là, au point de tension maximale, que la croissance a lieu. C'est là que vous devenez. C'est là que vous devenez ce que vous êtes capable d'être. 4. Personne ne vous doit rien. Réveillez-vous à la réalité. Le monde ne vous doit absolument rien. Pas de reconnaissance, pas d'opportunité, pas d'amour, pas de respect, pas même un bonjour. Votre existence ne vous donne pas automatiquement un droit à quoi que ce soit sur cette planète. Pensez-vous que vous méritez cette promotion simplement parce que vous travaillez dans l'entreprise depuis des années? Illusion. Pensez-vous que vous méritez une relation parfaite simplement parce que vous êtes une bonne personne? Fantaisie. Pensez-vous que la société devrait valoriser vos talents simplement parce que vous pensez que vous êtes spécial? Au délirium complet. Cette mentalité de méritant vous détruit. C'est vous transformer en un enfant gâté dans un corps d'adulte, attendant que le monde se plie à vos désirs pendant que vous en faites le moins possible.
Cela vous laisse amer, plein de ressentiment et paralysé, alors que la réalité n'est inévitablement pas à la hauteur de vos attentes exagérées. Les stoïciens comprenaient que nous naissons sans garantie. Épictète, qui a commencé sa vie en tant qu'esclave, ne perdait aucune énergie à se plaindre de l'injustice de sa condition. Il se concentrait sur ce qu'il pouvait contrôler, sa propre excellence. Il ne s'attendait pas à ce que le monde lui donne quoi que ce soit. Au lieu de cela, il a demandé « Que puis-je offrir au monde ? Regardez votre liste de griefs. Mon patron ne reconnaît pas mes efforts. Mes amis ne m'apprécient pas assez. La société n'apprécie pas mon talent. Voyez-vous le modèle? Vous attendez constamment que les autres remplissent vos vides émotionnels. C'est la recette d'une vie de frustration perpétuelle. La vérité libératrice est que lorsque vous lâchez cette mentalité de victime, vous gagnez du pouvoir. Lorsque vous arrêtez d'attendre que le monde vous donne quelque chose, vous commencez à créer de la valeur par vous-même. Lorsque vous cessez d'exiger la reconnaissance, vous commencez à travailler pour l'excellence malgré les applaudissements. Votre patron ne vous doit pas de promotion. Vous devez vous rendre indispensable. Votre partenaire ne vous doit pas le bonheur. Vous devez cultiver votre propre intégrité. La société ne vous doit pas le succès. Vous devez offrir quelque chose que les gens apprécient vraiment. Marc Aurèle, empereur de Rome, s'est écrit des rappels sur le fait de ne pas attendre de gratitude ou de reconnaissance. Il comprenait que faire le bien et agir avec vertu était sa propre récompense. S'attendre à des applaudissements était une erreur qui conduisait au ressentiment. Arrêtez de compter vos contributions et de garder des comptes dans les relations. Arrêtez d'accumuler des ressentiments lorsque le monde ne répond pas à vos attentes tacites. Arrêtez de vous voir comme une victime d'un système qui ne vous donne aucune chance. Adoptez l'état d'esprit du donateur et non celui du collecteur de dettes émotionnelles. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux donner? Au lieu de qu'est-ce que je mérite de recevoir? Efforcez-vous de vous rendre si précieux que le monde ne peut pas vous ignorer, au lieu d'exiger qu'il reconnaisse votre valeur autoproclamée. L'ironie, c'est que lorsque vous abandonnez l'attente que le monde vous doit quelque chose, vous obtenez souvent plus que ce que vous avez jamais demandé. Lorsque vous offrez de la valeur sans attendre de rendement, les gens sont naturellement attirés par vous. Lorsque vous cultivez l'excellence pour l'excellence, la reconnaissance s'ensuit souvent. Cette vérité fait mal parce qu'elle attaque directement votre ego. Il est plus confortable de blâmer le monde pour vos déceptions que d'assumer l'entière responsabilité de votre vie. Mais jusqu'à ce que vous acceptiez que personne ne vous doive quoi que ce soit, vous resterez piégé dans un cycle d'attente frustrée et d'amertume croissante. 5. Le confort tue les rêves. Votre canapé confortable vous assassine lentement. Cette zone de confort que vous protégez tant. Il s'agit d'un cercueil déguisé en nid. Chaque jour que vous passez dans une similitude prévisible en évitant les risques et les défis est un jour où vos rêves pourrissent un peu plus. Le confort est le poison le plus doux qui soit. Il ne tue pas instantanément, il séduit progressivement. Tout d'abord, cela vous convainc de remettre à plus tard cette décision difficile. Ensuite, cela vous fait rationaliser pourquoi ce n'est pas le bon moment pour poursuivre cette passion. Enfin, cela vous transforme en un spectateur passif de votre propre vie, regardant les autres accomplir ce dont vous ne faites que rêver. Les stoïciens comprenaient le danger mortel d'un confort excessif. Sénèque, l'un des hommes les plus riches de Rome, pratiquait régulièrement la pauvreté volontaire, dormant sur des matelas durs, portant des vêtements simples, mangeant le strict minimum. Non pas à cause du masochisme, mais parce qu'il savait que le confort constant affaiblit l'âme et affaiblit la volonté. Regardez votre vie. Combien de fois avez-vous choisi l'option sûre plutôt que l'option courageuse? Combien de fois êtes-vous resté dans une entreprise médiocre au lieu de tenter votre chance sur quelque chose de nouveau? Combien de conversations difficiles avez-vous évitées?
Combien d'occasions avez-vous manqué parce qu'elles vous obligeraient à sortir de votre routine confortable? Son épitaphe sera « Il vivait confortablement, cela n'a dérangé personne, il est mort avec des rêves inachevés. La nature confirme cette vérité implacable. Sans pression, il n'y a pas de diamant. Sans résistance, les muscles s'atrophient. Sans défi, le cerveau languit. Votre corps et votre esprit sont conçus pour faire face à l'adversité, pas pour stagner dans un confort perpétuel. Votre vie confortable vous tue d'une manière dont vous ne vous rendez même pas compte. C'est tuer votre créativité avec le divertissement passif. C'est tuer votre santé avec des commodités qui éliminent l'effort physique. Cela tue vos liens profonds avec des interactions numériques superficielles. C'est tuer votre courage avec l'illusion de la sécurité. Les plus grands regrets sur le lit de mort ne viennent pas des difficultés rencontrées, ils viennent des risques non pris. Des montagnes non escaladées, des amours indéclarés, des entreprises non créées, des aventures non vécues. Tous sacrifiés sur l'autel du réconfort immédiat. Chaque grande réalisation humaine est née de la zone de confort. Einstein n'a pas développé la théorie de la relativité en regardant la télévision. Martin Luther King Jr. n'a pas changé l'histoire en restant confortablement silencieux. Steve Jobs n'a pas révolutionné plusieurs industries en suivant la voie de la sécurité. Ils ont embrassé l'inconfort nécessaire pour créer quelque chose d'extraordinaire. Votre cerveau est une machine à saboter quand il s'agit de confort. Il choisira toujours le chemin de moindre résistance, à moins que vous ne l'ignoriez consciemment. Il inventera 1000 raisons logiques pour éviter les risques. Restez où il est. Retardez les changements. Ne vous fiez pas à lui lorsqu'il s'agit de sortir de votre zone de confort. Il est programmé pour préserver l'énergie, pas pour réaliser les rêves. Le paradoxe cruel est que nous recherchons le réconfort en pensant qu'il apportera le bonheur. Mais la vraie satisfaction vient précisément du fait de surmonter des défis importants. La vie facile devient rapidement dénuée de sens. Les moments de plus grande satisfaction de sa vie sont venus de réalisations difficiles, pas de plaisir facile. Commencez à traiter le confort comme un poison qui doit être dosé avec soin. Utilisez-le pour la récupération, pas comme un état permanent. Adoptez un inconfort stratégique. Faites quelque chose qui vous fait peur tous les jours. Ayez cette conversation difficile. Apprenez cette compétence stimulante. Réveillez-vous plus tôt. Entraînez-vous plus intensément. Risquez d'échouer publiquement. Votre zone de confort ne s'étendra jamais d'elle-même. Vous devez repousser vos limites délibérément. Et chaque fois que vous survivez à un malaise volontaire, votre monde s'élargit. Leur capacité augmente. Vos rêves commencent à sembler possibles au lieu d'être lointains. Le choix est clair, confort et médiocrité ou inconfort et grandeur. Il n'y a pas de juste milieu, il n'existe pas de vie extraordinaire confortable. Le prix des rêves se paie en sueur, en incertitude et en courage. Êtes-vous prêt à payer ou allez-vous continuer à échanger votre potentiel contre un canapé confortable? 6. L'échec est normal. Votre peur pathologique de l'échec vous transforme en la pire version possible de vous-même. Un lâche déguisé en prudent. Vous évitez les risques, remettez à plus tard les décisions importantes et abandonnez les projets au premier signe de difficulté. Tout cela parce que vous avez été programmé pour voir l'échec comme une condamnation à mort pour votre ego fragile, la vérité brutale. L'échec ne fait pas exception. C'est la règle pour quiconque tente réellement quelque chose de significatif. C'est le prix de l'entrée dans toute réalisation valable. C'est le carburant qui stimule la croissance, pas le poison que vous imaginez. Les stoïciens considéraient l'échec comme une simple information et non comme un jugement de valeur. Épictète a enseigné « Les circonstances ne révèlent pas l'homme à lui-même, elles le créent ». Chaque échec est la création d'une version plus forte, plus sage et plus capable de vous-même, si vous avez le courage de l'affronter correctement. Regardez tous ceux que vous admirez. Derrière votre succès visible se cache un cimetière d'échecs que vous n'avez jamais vus.
Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule fonctionnelle. J.K. Rowling a été rejeté par 12 éditeurs. Michael Jordan a été coupé de l'équipe de basketball universitaire. Ils n'ont pas eu moins d'échecs que les autres. Ils ont eu le courage de continuer à échouer jusqu'à ce qu'ils réussissent. Votre aversion pour l'échec vous maintient dans la médiocrité. Vous choisissez des objectifs ridiculement petits pour vous assurer de ne pas échouer. Vous abandonnez des projets à la première difficulté pour protéger votre ego. Vous n'essayez même pas les choses qui comptent vraiment parce que la peur de l'échec est paralysante. Le calcul est implacable. Celui qui essaie le plus échoue le plus. Et ceux qui échouent le plus apprennent plus. Et ceux qui apprennent plus finissent par accomplir plus. Votre stratégie pour minimiser les échecs est, ironiquement, de maximiser votre échec dans la vie dans son ensemble. Le véritable échec n'est pas de tomber, c'est de rester tombé. Il ne s'agit pas de faire des erreurs, mais d'apprendre de ces erreurs. Ce n'est pas être rejeté, c'est laisser le rejet définir votre valeur. Le seul véritable échec est d'arrêter d'essayer, et c'est exactement ce que vous avez fait. La société vous a programmé à voir l'échec comme une honte, comme une preuve d'inadéquation. C'est le mensonge le plus destructeur que vous ayez intériorisé. L'échec ne dit rien de votre valeur en tant que personne. Il dit simplement que vous essayez quelque chose de difficile, que vous repoussez vos limites, que vous êtes vivant. Au lieu de simplement exister, commencez à collectionner les échecs comme des trophées, pas comme des cicatrices. Chaque point négatif, chaque projet raté, chaque erreur douloureuse est la preuve que vous êtes dans l'arène, que vous vous battez pour quelque chose qui compte, au lieu de regarder depuis les tribunes, comme la plupart des lâches. Marc Aurèle a écrit « L'empêchement à l'action fait avancer l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Vos échecs ne sont pas des déviations du voyage, ils sont le voyage lui-même. Ce sont les étapes nécessaires, pas les obstacles. Arrêtez de romancer le succès comme une ligne droite, ascendante. La réalité est une série chaotique d'avancées et de revers, de victoires et de défaites, de clarté et de confusion. L'échec est tout simplement le nom que nous donnons au point faible de ce voyage irrégulier. Adoptez l'état d'esprit scientifique. Chaque échec est une expérience qui élimine une approche qui ne fonctionne pas, la rapprochant de celle qui fonctionne. Edison ne considérait pas ses tentatives comme des échecs, mais comme des découvertes de 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Ce changement de perspective transforme la frustration en curiosité, la honte en enquête. À partir d'aujourd'hui, fixez-vous un objectif d'échec. Oui, d'échec. Promettez-vous d'échouer au moins une fois par semaine à quelque chose de significatif, être rejeté, raté, tomber, et puis, le plus important, levez-vous et extrayez la leçon. Transformez les données en sagesse. Transformez les chutes en marche. Le paradoxe ultime. Lorsque vous acceptez l'échec comme une partie normale du processus, vous commencez à échouer moins. Lorsque vous éliminez la terreur émotionnelle de l'échec, votre esprit est libre de trouver des solutions créatives, de persister lorsque les autres abandonnent, de voir des opportunités là où d'autres ne voient que des désastres. 7. Les opinions n'ont pas d'importance. Vous êtes esclave des opinions des autres et vous ne vous en rendez même pas compte. Chaque décision importante que vous prenez est entachée d'un virus mental. Que vont penser les autres? Ce parasite dévore votre authenticité, votre courage et votre paix intérieure, alors que vous nourrissez cette prison invisible. La vérité tranchante. La plupart des gens pensent à peine à vous. Ils sont trop occupés à s'inquiéter de leur propre vie, de leurs propres drames, de leurs propres insécurités. Ce public qui juge, que vous imaginez observer chacun, ne vaut pas. C'est une hallucination de votre ego peu sûr de vous. Les stoïciens avaient compris cette vérité depuis des millénaires. Épictète a été direct. Si vous vous souciez de l'opinion des autres, vous devenez prisonnier d'eux. Vous avez remis les clés de votre bonheur à des inconnus qui ne connaissent ni votre histoire, ni vos valeurs, ni vos rêves. De Sand, quelle folie s'agit-il?
Pensez aux vêtements que vous n'avez pas portés, aux opinions que vous n'avez pas exprimées, aux carrières que vous n'avez pas poursuivies, aux risques que vous n'avez pas pris. Tout cela par peur du jugement des autres. Vous sacrifiez votre seule vie sur l'autel de l'approbation de personnes qui, pour la plupart, sont aussi peu sûres d'elles que vous. Le calcul est brutal. Même si vous consacrez toute votre vie à essayer de plaire à tout le monde, certaines personnes ne vous aimeront pas. Il est littéralement impossible d'être universellement approuvé. Alors, pourquoi gaspiller de l'énergie dans une bataille qui ne peut pas être gagnée? Sa valeur n'est pas déterminée par les likes, les applaudissements ou la validation externe. Cette dépendance à l'approbation est un médicament. Elle offre un bref pic de plaisir, suivi d'un besoin croissant de doses plus importantes. Vous êtes devenu un accro de la validation, mendiant des miettes d'affirmation sur les médias sociaux et les cercles sociaux. Les véritables innovateurs, leaders et créateurs de l'histoire ont été passés maîtres dans l'art d'ignorer les opinions. Gandhi a été ridiculisé. Einstein a été rejeté comme fou. Steve Jobs a été expulsé de sa propre entreprise. S'il s'était incliné devant l'opinion dominante, le monde serait radicalement différent aujourd'hui. Marc Aurèle a écrit dans son journal « Ne gaspillez pas le reste de votre vie à vous inquiéter de ce que les autres pensent. Ils sont trop occupés à s'inquiéter de ce que vous pensez d'eux. » Cet empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde connu, a compris que même au sommet du pouvoir, se soucier des opinions était une faiblesse fatale. La libération commence lorsque vous réalisez que l'opinion qui compte vraiment est la vôtre sur vous-même. Pas l'opinion de vos parents, pas celle de vos amis, pas des inconnus sur Internet. Vous devez développer un système de valeurs internes si fort que le bruit externe devient inutile. Cela ne signifie pas qu'il faille ignorer tous les commentaires, mais qu'il faut filtrer avec discernement. Demandez, cette personne a-t-elle des connaissances dans ce domaine? Partage-t-elle mes valeurs? A-t-elle mon meilleur intérêt à l'esprit? Sinon, votre conseil vaut moins que l'air utilisé pour l'exprimer. L'ironie cruelle, plus vous courez après l'approbation, moins vous l'obtenez. Les gens respectent naturellement ceux qui n'ont pas besoin de leur respect. Ils sont attirés par ceux qui vivent selon leurs propres convictions. L'authenticité a un magnétisme que la conformité n'aura jamais. Commencez à pratiquer de petits actes de libération. Exprimez une opinion impopulaire, mais honnête. Portez cette tenue que vous aimez, mais que vous craignez le jugement. Poursuivez ce rêve étrange que vous cachez aux autres. Chaque acte d'authenticité renforce votre muscle de l'indépendance. La peur du jugement est au fond la peur du rejet. Et la peur du rejet est plus profondément la peur d'être seul. Mais voici la vérité libératrice. Vous êtes déjà seul dans votre expérience. Personne ne vit dans votre esprit. Personne ne ressent vos émotions. Personne ne meurt de sa mort. Accepter cette solitude fondamentale est le premier pas vers la vraie liberté. Les opinions sont comme la météo. Elles changent constamment, sont souvent imprévisibles et sont rarement sous votre contrôle. Construire votre vie autour d'eux, c'est comme construire votre maison sur des sables mouvants. Construisez, au lieu de cela, sur le roc solide de vos propres principes, valeurs et jugements. Sur votre lit de mort, vous ne regretterez pas les opinions négatives que vous avez reçues, vous regretterez toutes les fois où vous avez permis à ces opinions de vous empêcher de vivre authentiquement. Libérez-vous, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. 8. Tout est temporaire. Tout. Ce que vous appréciez, tout ce que vous craignez de perdre, tout ce que vous êtes s'évapore sous vos yeux. Votre corps, vos relations, votre carrière, vos possessions, vos soucis, vos joies, tout cela est aussi temporaire que la rosée sur l'herbe au soleil du matin. Et vous vivez comme si l'éternité vous était garantie. Ce n'est pas une vérité déprimante, c'est la plus libératrice de toutes. Lorsque vous absorbez vraiment l'impermanence de tout, vos priorités se transforment instantanément. Vos soucis triviaux se dissolvent. Votre capacité à apprécier le moment présent explose. Leur courage d'agir maintenant et non plus tard s'enflamme. Les stoïciens pratiquaient le memento mori,
la contemplation constante de la mort, non pas par obsession morbide, mais comme un outil pour vivre avec urgence et clarté. Marc Aurèle a écrit « Vous pouvez quitter cette vie à tout moment. Gardez cela à l'esprit dans tout ce que vous faites, dites ou pensez. Lorsque vous faites face à la temporalité de tout, le brouillard de l'illusion se dissipe. Cette dispute avec votre partenaire qui dure depuis 3 jours, ridicule quand vous réalisez que l'un d'entre vous ne sera peut-être pas en vie la semaine prochaine. Cette envie de la nouvelle maison du voisin, absurde quand on comprend que les deux finiront par se transformer en poussière. Cette rancune que vous portez depuis des années, un gâchis monumental de sa vie finie. Regardez-vous en arrière sur votre propre vie. Vous vous souvenez de cette crise dévastatrice il y a 5 ans? Cette inquiétude qui vous empêchait de dormir la nuit? Cette humiliation qui semblait ne jamais être surmontée? Où est l'intensité de ces émotions maintenant? Il s'est dissous dans le temps, comme tout le fait toujours. Votre jeunesse s'estompe déjà, ou est déjà partie. Votre santé se détériore tranquillement, cellule par cellule. Vos parents vieillissent, vos enfants grandissent, vos amis, eux, changent. Vos certitudes sont remises en question. Rien, absolument rien, ne restera tel qu'il est maintenant. Cette vérité s'applique aussi bien aux bonnes qu'aux mauvaises choses. Cette douleur insupportable que vous ressentez maintenant, temporaire. Ce bonheur parfait que vous vivez, également temporaire. Ce succès que vous avez obtenu, temporaire. Cet échec qui vous a dévasté, tout aussi temporaire. Sénèque a averti. Personne ne promet un lendemain, et même aujourd'hui a été donné à mi-chemin. Chaque respiration est un cadeau non garanti. Chaque battement de votre cœur est un miracle temporaire qui cessera un jour. Chaque moment passé avec vos proches est un trésor éphémère qui ne reviendra jamais exactement de la même manière. La société moderne a construit une illusion élaborée de permanence. Des plans de retraite pour les 30 prochaines années, des hypothèques de 40 ans, des promesses de pour toujours. Ce sont des fantasmes confortables qui nous protègent de la vérité vertigineuse de l'impermanence. Utiles, peut-être, mais toujours des fantasmes. L'impermanence n'est pas seulement une question de perte, c'est aussi une question de possibilité. Tout comme le bien ne dure pas éternellement, le mal non plus. Cette situation apparemment impossible dans laquelle vous vous trouvez, changement, cette douleur qui semble ne jamais disparaître, volonté, cet obstacle insurmontable, il va se transformer. Arrêtez de remettre à plus tard la vie que vous voulez vivre. Arrêtez de garder du bon vin pour une occasion spéciale. Arrêtez d'attendre le bon moment pour dire « je t'aime ». Arrêtez de repousser ce voyage de rêve. La seule garantie est que le temps s'écoule, moment par instant, et qu'il ne reviendra jamais. Entraînez-vous à voir l'impermanence en temps réel. Regardez une fleur s'épanouir et se faner. Regardez les saisons changer. Observez votre propre visage vieillir sur les photos. Non pas pour être déprimé, mais pour se réveiller de la transe de la fausse permanence qui vous maintient endormi. Lorsque vous acceptez vraiment que tout est temporaire, vous cessez de vous y accrocher si désespérément. Vous apprenez à tout tenir avec les mains ouvertes, pas les poings fermés. Vous l'appréciez plus profondément, vous aimez plus courageusement, vous vivez plus intensément. L'impermanence n'est pas votre ennemi, c'est votre réveil dans la vraie vie. 9. L'action l'emporte sur le talent. Votre talent ne vaut absolument rien sans une action cohérente et implacable. Les cimetières sont pleins de génies talentueux, qui n'ont jamais rien produit de significatif, tandis que le monde a été transformé par des gens ordinaires qui n'ont tout simplement pas cessé d'agir. Vous vous cachez derrière le mythe du talent comme excuse à votre paresse. Je ne suis pas né avec le don. Je n'ai pas le talent naturel pour cela. Certaines personnes ont la vie facile. Tous des mensonges commodes que vous vous racontez pour justifier votre manque d'efforts disciplinés. Les stoïciens comprenaient que la vertu est dans l'action, pas dans la contemplation. Sénèque a averti, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Votre problème n'est pas un manque de talent, c'est un manque de courage pour commencer et de persévérance pour continuer.
Les neurosciences modernes le confirment. Le cerveau humain est incroyablement plastique. Les compétences que vous considérez comme des talents innés sont en fait des circuits neuronaux développés par une pratique répétée. Votre cerveau se reconstruit littéralement en réponse à vos actions cohérentes. Le talent n'est pas donné, il est forgé. Regardez n'importe quel domaine. Les plus grands ne sont pas forcément les plus talentueux, mais les plus réguliers. Michael Jordan a été coupé de l'équipe de basketball universitaire. Les Beatles ont été rejetés par les maisons de disques qui ont déclaré que les groupes avec des guitares étaient en déclin. Stephen King a reçu tellement de refus que le clou auquel il les avait accrochés s'est brisé sous le poids. Qu'est-ce qui les séparait? Ce n'était pas un talent supérieur, c'était de l'action impitoyable, alors que d'autres abandonnaient. Ils ont transformé la médiocrité en excellence grâce à une répétition obstinée. Ils ont compris que le volume surpasse la perfection. Vous êtes paralysé par le syndrome du perfectionnisme, un autre nom fantaisiste pour cowardice. On ne commence pas parce qu'on craint que le résultat ne soit pas parfait. Vous ne persistez pas parce que les premiers résultats sont décourageants. On ne rompt pas parce qu'on trouve toujours des fautes. Ce cycle vous maintient éternellement dans le domaine des potentialités non réalisées. Épictète, qui a commencé sa vie en tant qu'esclave et a fini par devenir l'un des philosophes les plus influents de l'histoire, est allé droit au but. Le dis-toi d'abord ce que tu serais, alors faites ce que vous avez à faire. Il ne s'agit pas de qui vous êtes maintenant ou des talents que vous avez. Il s'agit de qui vous décidez de devenir par une action délibérée. Le calcul est implacable. Une action médiocre cohérente l'emporte toujours sur un talent brillant et incohérent. Écrire 300 mots médiocres par jour donne un roman en quelques mois. Faire 10 pompes par jour transforme votre corps en un an. Pratiquer un instrument pendant 20 minutes par jour conduit à la compétence en quelques années. De petites actions accumulées créent des résultats massifs. Le talent, que vous admirez tant chez les autres, est, le plus souvent, simplement le résultat d'une pratique invisible. Vous voyez le résultat final, pas les milliers d'heures de travail acharné, les échecs, les doutes surmontés, les révisions sans fin. Vous confondez le produit poli avec le processus chaotique. Inspiration, que vous attendez, est un autre mythe paralysant. Les professionnels n'attendent pas l'inspiration. Ils travaillent et l'inspiration vient souvent pendant le travail, pas avant. Comme l'a dit Picasso, l'inspiration existe, mais elle doit vous trouver en train de travailler. Arrêtez de vous comparer aux autres et commencez à ne rivaliser qu'avec vous-même. La seule comparaison pertinente est entre ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous étiez hier. Le seul talent vraiment important est la capacité de persister quand tout en vous veut abandonner. L'action a un autre avantage crucial. Elle dissipe la peur. Au fur et à mesure que vous contemplez et planifiez, la peur grandit. Lorsque vous commencez simplement, la peur s'estompe. L'action transforme le monstre imaginaire en problèmes pratiques qui peuvent être résolus un par un. Marc Aurèle se rappela: « Il n'est pas nécessaire que tu attendes pour devenir bon. Commence simplement à être. » C'est l'essence de la philosophie stoïcienne. La vertu n'est pas dans le potentiel, elle est dans l'action. Peu importe à quel point vous êtes talentueux en matière de potentiel, si vous n'agissez pas, ce potentiel mourra avec vous. À partir d'aujourd'hui, engagez-vous à respecter la règle du 1%. Améliorez seulement 1% sur quelque chose, d'important chaque jour. Cette progression presque imperceptible, accumulée au fil du temps, dépasse tout talent naturel. En un an, vous serez 37 fois mieux. En une décennie, méconnaissable. Le monde ne récompense pas votre potentiel, vos plans ou vos intentions. Le monde ne répond qu'à vos actions. Arrêtez de parler de ce que vous allez faire. Arrêtez de planifier le projet parfait. N'attendez plus le moment idéal. Commencez maintenant. Imparfait, et ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas terminé. 10. Vous choisissez de souffrir. Votre souffrance ne vient pas des circonstances de votre vie. Elle vient
des interprétations que vous choisissez de donner à ces circonstances. C'est la vérité la plus brutale et la plus libératrice à laquelle vous serez jamais confronté. Vous choisissez activement la plupart de vos souffrances, moment par instant, pensée par pensée. L'événement et votre réaction à l'événement sont des choses complètement distinctes. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace, et dans cet espace se trouve votre pouvoir de choisir votre réaction. C'est dans ce choix que réside sa liberté ou son emprisonnement. Les stoïciens l'avaient compris il y a des millénaires. Épictète, qui vivait en esclave, a déclaré « Les gens sont troublés, non par les choses, mais par la vision qu'ils ont des choses ». Un homme enchaîné physiquement a découvert la liberté la plus profonde, la liberté de choisir sa réponse mentale à n'importe quelle situation. Votre patron ne vous a pas stressé. Vous avez choisi d'être stressé par les paroles de votre patron. La circulation ne vous a pas dérangé. Vous avez choisi d'être ennuyé par la circulation. Votre partenaire ne vous a pas blessé. Vous avez choisi d'interpréter ces actions d'une manière qui génère de la douleur. Cette distinction n'est pas sémantique, c'est le fondement de la liberté mentale. Deux personnes peuvent faire face exactement à la même adversité et avoir des expériences radicalement différentes. L'un se noie dans la souffrance, l'autre trouve croissance et sens. La différence n'est pas dans l'événement, elle est dans le choix de la façon d'interpréter et de répondre à l'événement. Viktor Frankl, un survivant des camps de concentration nazis, a découvert cette vérité dans le scénario le plus brutal imaginable. Il a écrit « La dernière des libertés humaines est de choisir son attitude dans n'importe quel ensemble de circonstances. Si cette liberté peut être exercée à Auschwitz, quelle excuse avez-vous pour ne pas l'exercer dans votre vie confortable ? Votre cerveau est une machine à créer des histoires. Il fabrique constamment des récits pour expliquer ce qui se passe, et vous confondez ces histoires avec la réalité. Il l'a fait parce qu'il me déteste. C'est arrivé parce que je n'ai pas de chance. Je n'y arriverai jamais parce que je ne suis pas assez bon. Ce ne sont pas des vérités, ce sont des interprétations que vous avez choisi de croire. Marc Aurèle, confronté aux pressions de la domination de l'Empire romain, se rappela « Si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à votre estimation de celle-ci, et vous avez le pouvoir de le révoquer à tout moment. Votre pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans le contrôle de votre réponse au monde. Vous êtes accro au schéma de pensée négatif. » Son cerveau a été entraîné à rechercher des menaces, à ruminer des problèmes et à amplifier les échecs. Un mécanisme évolutif utile pour survivre dans la savane, mais destructeur dans la vie moderne. Vous pouvez délibérément le rétracter pour interpréter les événements de manière à générer la paix plutôt que la souffrance. Arrêtez de vous voir comme une victime des circonstances et commencez à vous voir comme le créateur de votre expérience. Arrêtez de dire « je dois » et commencez à dire « je choisis ». Arrêtez de vous demander « pourquoi cela m'arrive-t-il » et commencez à vous demander « qu'est-ce que je peux apprendre de cela » ou « comment puis-je l'utiliser ». Il ne s'agit pas de nier les émotions négatives ou de prétendre que tout est parfait. Cela signifie reconnaître que même vos émotions sont le résultat de vos interprétations et non des événements eux-mêmes. Vous pouvez ressentir de la tristesse, de la colère ou de la peur et choisir simultanément de ne pas vous identifier pleinement à ces émotions ou d'être contrôlé par elles. La pratique stoïcienne de l'amor fati, amour du destin, va au-delà de la simple acceptation, c'est embrasser activement tout ce qui se passe comme nécessaire et parfait. Nietzsche a saisi cette idée. Ma formule pour la grandeur dans l'être humain est amor fati. Ne rien vouloir de différent, ni en avant, ni en arrière, ni dans toute l'éternité. Non seulement endurer ce qui est nécessaire, mais je l'aime. Commencez à observer vos pensées en tant que scientifique curieux et non en tant que juge ou victime. Quand la souffrance surgit, demandez-vous, quelle interprétation
est-ce que je donne à cette situation? Quelle histoire est-ce que je me raconte? Quelle preuve ai-je que cette interprétation est la seule possible? Comment pourrais-je voir les choses différemment? La liberté ultime, ce n'est pas d'avoir des circonstances parfaites, c'est d'avoir la capacité de choisir votre réponse à n'importe quelle circonstance. Lorsque vous intériorisez vraiment que vous choisissez votre souffrance, vous acquérez le pouvoir de choisir quelque chose de différent.